Bonsoir, vous êtes sur le débat du jeudi, votre émission préférée. Aujourd'hui, nous sommes dans notre studio pour débattre d'un sujet très important qui concerne trois pays. Il s'agit du Cameroun, du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Alors, il s'agit aujourd'hui de la question de l'alternance politique. L'alternance politique jusqu'à quand pour certains pays et quel type d'alternance politique pour certains pays. Alors pour cette spéciale émission, nous allons accueillir trois jeunes engagés pour leur pays. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur le débat du jeudi, votre émission préférée. Aujourd'hui, nous parlons de deux pays que vous connaissez bien. Il s'agit du Cameroun de Paul Biya et du Congo de Denis Sassou Nguesso. Alors, pour mener ce débat aujourd'hui, j'invite pour vous deux personnalités, deux jeunes qui sont bien ambitieux pour leur pays. Vous avez à ma gauche Emmanuel qui est administrateur et aussi activiste, et il se veut plus activiste. Et à ma droite, vous avez mon cher ami Romaric qui est un citoyen engagé pour sa patrie. Alors, ça va commencer dans quelques instants. Restez branchés. On revient après ce petit élément. MSJ Caprod, en partenariat avec le débat du jeudi vous présente « Comme tu insistes ». Merci de revenir dans ce studio du débat du jeudi. Comme je vous l'annonçais tantôt, on va parler de deux pays et j'ai deux invités qui sont concernés. Alors, Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, deux dinosaures difficiles à déloger. Alors, pour commencer, je vais interroger mon ami Emmanuel, activiste, comme vous aimez vous présenter. Alors, on parle de votre pays, le Cameroun, avec un président qui cumule près d'une trentaine d'années au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il n'y ait pas une alternance jusque-là? Déjà, bonjour James. Ça fait pratiquement, comme vous le dites, 35 ans, sauf que si nous faisons 35 ans plus 5 années, nous allons 36 ans plus 5 années, nous allons 41 ans de règne du président. Bien. Pourquoi pas l'alternance jusqu'ici? Pour une seule raison, parce que les institutions africaines, celui du Cameroun en particulier, n'en fait pas moins, ne sont pas assez fortes. Donc cette alternance est due à la faiblesse des institutions et à la force plutôt des gouvernements. Parce que lorsque nous vidons l'institution de sa force, alors on le remet dans un système. Et vous parlez de quel genre de système? Ces systèmes-là qui n'acceptent pas l'alternance, qui n'acceptent pas le renouvellement de l'intelligence pour des générations qui sont présentes. Donc c'est un système qui est constitué, qui a vidé les institutions de leur force, parce que la force, lorsqu'elle est dans l'institution, elle est protégée par ce qu'on appelle la Constitution. Et du fait que la Constitution est totalement vidée de cette force-là, donc elle appartient maintenant à un système de gouverner selon son désir. Justement, on va revenir sur la question de la Constitution qui est souvent aussi touchée pour pouvoir permettre ce règne répété. Alors, je vous remercie déjà de votre réponse. Je vais juste poser la question à Romaric, qui est aussi un citoyen engagé pour son pays, et toujours dans le sillage de l'alternance politique à la tête de nos pays. Concernant votre pays, le Congo de Denis Sassou Nguesso, bien sûr. Alors, votre co-invité a parlé tantôt d'une faiblesse des institutions. Est-ce que vous pensez que après plus de trentaine d'années au pouvoir, votre président, il se représente en 2021, vous pensez aussi que c'est vos institutions qui sont faibles?
Oui, bon, en partie, oui, il y a des institutions également aussi qui sont faites, oui, pour répondre à ta question. Et non seulement les institutions qui sont faibles, mais ces personnes-là, vois-tu, James, ils ont créé un système, comme venait de dire Emmanuel. Et dans ce système-là, il est difficile que l'alternance se fait. Pourquoi? Parce que dans ce système, ils se sentent arrangés à ce qu'il n'y ait même pas de remplaçant, à ce qu'il y ait plus de destruction que de bien, que le bien-être du peuple. Mais chez vous, on ne voit pas, quand vous parlez d'un système, il faut des gens pour réagir, pour faire face à ce système-là. On ne voit pas la force de l'opposition, par exemple. L'opposition, selon moi, est quasiment inexistante chez vous. Effectivement, parce que cette opposition-là, elle est toute corrompue. Donc, aujourd'hui, on avait juste un seul opposant, mais il est présentement derrière les barreaux. Quand on parle de notre général, qui aujourd'hui croupit derrière les barreaux, il a essayé de faire quelque chose. Et également aussi, quand nous parlons aussi du fils de Bernard Kolela, oui. Celui-ci aussi, c'était une personne en qui on comptait. Mais au final, après les élections dernières de l'année 1996, vois-tu, il a montré à son peuple que lui aussi il était manipulé. Vous parlez de l'opposant? Oui, je parle de l'opposant. Donc, du coup, vu que les opposants sont tous corrompus, alors vois-tu qu'il y a encore une alternance là-dessus? Il n'y a aucune alternance. Donc, vous parlez de... Vous justifiez cette inefficacité, on l'a dit, de votre opposition par la corruption? Effectivement. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel, voilà la réponse que vient de nous donner votre co-invité au MAIC par rapport à l'opposition. Pardon, de l'opposition au Cameroun, elle n'est pas pareille. On a vu des hommes forts chez vous, on a vu Maurice Kamto, on a vu Cabral. Est-ce que c'est la même chose? Parce que lui, il accepte honnêtement que l'opposition, elle est vraiment faible. Et cette faiblesse est due à la corruption. De votre côté, comment se passe la situation? En fait, parlant déjà de vous, lorsque vous parlez des hommes forts, je me souviens lors d'une visite de Barack Obama en Afrique, il faisait savoir même aux chefs d'État africains, à ces dinosaures-là, à ces doyens pour certains, que l'Afrique de cette génération n'a plus besoin d'hommes forts. Mais plutôt des institutions. Mais plutôt des institutions fortes. Donc, et la réalité en est que c'est l'Afrique centrale. Donc, à quelques exceptions près, nous pouvons avoir un peu des visages dilués dans la gestion du pouvoir. Mais au fond, c'est une question d'institution. Et ces institutions-là, comme je vous ai dit, elles sont totalement vidées de leur force. Mais que faut-il faire pour pallier ce problème-là? Pour pallier le problème des institutions, de la faiblesse, ou du moins du fait que nous n'avons pas des institutions fortes, il faudrait déjà une mobilisation de la masse. Il faudrait que la masse puisse être consciente que c'est elle qui détient le pouvoir et que tout ce qui se fera avec son accord, avec sa participation, ne devrait en aucun cas être balayé de manière légère par un système mis en place. Donc il faut un peuple très conscient, parce que le pouvoir appartient au peuple. Mais vous n'avez pas dit que le Cameroun est un peuple conscient? Le Cameroun est un peuple conscient, mais pas suffisamment conscient, dans la mesure où jusqu'ici nous n'arrivons pas encore à faire des soulèvements populaires qui soient à la hauteur de bouger suffisamment le système. Parce que lorsque vous regardez peut-être les grèves au Cameroun, je parle peut-être celui de 2008, auquel j'ai participé lors des modifications constitutionnelles, qui m'a coûté beaucoup, vous verrez que au lendemain, lorsque le président a tenu le discours en disant force revient à la loi et que l'arsenal militaire a été mis
à la disposition de la défense nationale. Du coup, la masse qui était déjà vers le palais était obligée de retrousser chemin. Donc, on n'est pas suffisamment conscient. Parce qu'au prix même de la liberté se construit au prix du sang. C'est le sang qui a pu déposer les jalons d'une liberté. Donc, tant que nous ne sommes pas courageux face à notre destin, tant que nous ne prenons pas conscience que rien de grand ne peut se faire sans sacrifice, nous allons toujours avoir des dirigeants qui s'éternisent au pouvoir, profitant de la faiblesse de son peuple. Alors, merci beaucoup. Donc, vous pensez que cette liberté dont a besoin le Cameroun aujourd'hui doit être vivifiée du sang des citoyens? Il faut, toute liberté passe par un prix. Merci beaucoup. Toute liberté passe par un prix. Merci, voilà qui a bien dit, mon cher Romaric. Alors, l'opposition, elle est corrompue selon vous et elle est quasiment inexistante. Est-ce que 2021, le président Denis Sassou Nguesso reviendra? Mais face à qui? Déjà là, face à qui? Comme je disais déjà au départ, il n'y a déjà aucun opposant. Et même là, la personne à qui nous comptons n'a encore jusqu'alors même pas pu convaincre son peuple. Il s'agit toujours de Bernard Kodela. C'est le seul sur qui vous comptez. Oui, mais actuellement, c'était la seule personne en qui on pouvait compter. Mais vous ne voyez pas qu'il y a dans ce système, dans ce schéma que vous décrivez là, il y a donc une manque d'ambition de la part de la jeunesse. Il y a un manque d'ambition, effectivement, parce que même quand on parle même de mobilisation, comme l'a dit Emmanuel, vois-tu, le problème n'est pas seulement aussi dans la conscience, comme il a dû le soulever, mais le problème est d'abord qui peut s'engager, qui peut se porter garant de pouvoir créer une mobilisation forte afin de pouvoir déloger ces personnes-là. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, ils se sont tellement créés des piliers, si bien que ce n'est pas facile de pouvoir les déloger. Certes que tout système a une faille, mais cette faille-là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui saura se sacrifier, qui va accepter ce sacrifice-là, qui doit être également aussi soutenu dans son combat pour mener à bien ce délègement. Mais actuellement, comme je dis, j'en envoie personne. James, donc, je n'en vois personne. 2022, c'est déjà payé davantage. C'est déjà payé davantage et c'est là même le problème que le Congo rencontre aujourd'hui. Vois-tu même, comment peux-tu comprendre toutes les constitutions qui ont été changées, modifiées? Ce n'était qu'au bénéfice du président Denis Sassou Nguesso. Et parce que personne ne réagit. Et effectivement, parce que personne ne réagit. Mais qui va réagir? Qui pourrait... C'est vous, la jeunesse, c'est nous qui devons, génération. effectivement, c'est nous qui devons nous mobiliser. Mais avec quoi pouvons-nous nous mobiliser si seulement nous ne sommes pas soutenus quelque part? Penses-tu que ta mobilisation, en criant par-ci par-là, tu pourras faire quelque chose? Vois-tu? Alors, dans ce schéma, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas... quel est l'héritage que laissera ces présidents-là, ces vieux dinosaures? Parce que tôt ou tard, il y a la loi de la nature quand même. Parlant déjà de l'héritage, nous devons l'aborder sur le plan socio-politique. Bien. Si nous prenons sur le plan politique, de manière institutionnelle tout d'abord, vous voyez que le président Paul Biya, qui vient au pouvoir dans les années 82, dans les années 92, nous apporte le vent de la démocratie. Alors, les Camerounais trouvent là un homme qui a de l'avenir, un homme qui donne une nouvelle vision à l'Afrique. Alors, mais sauf que ce vent de la démocratie, avec l'arrivée du multipartisme, a eu un coup. Quel est le coup? Le président Paul Biya
a été lui-même, a auto-détruit, comme bien d'autres présidents de l'Afrique centrale, son héritage à lui. Pourquoi je l'ai dit? Il s'est comporté à peu près comme Kwame Nkrumah, le père fondateur du Ghana. Oui. Donc, il a posé un principe, il a auto-détruit ce propre principe. Parce que si aujourd'hui, le vent de la démocratie, donc il est l'héritage, puisque c'est lui qui nous apporte ce vent en 92, avec l'arrivée du multipartisme, en détruisant le parti unique de l'UNC, d'Amadou Ahidjo. Bien. Aujourd'hui, au Cameroun, il a 41 ans, 36 ans plus 5 ans. Ça fait 41 ans. Donc déjà, l'alternance étant l'un des principes fondateurs de la démocratie. Donc, il a déjà détruit même ce principe-là en passant autant d'années au pouvoir. Justement, s'il a détruit en tant qu'héritage sur ce plan politique-là, il ne sera pas. Donc, ça veut dire que son héritage, il ne laissera rien. Il ne laissera rien du tout. Donc, politiquement, puisque politiquement, son héritage devrait être observé sur le plan institutionnel et sur le plan juridico-administratif. Sur le plan institutionnel, nous n'en avons rien qu'il a laissé. Il n'a rien laissé du tout. Donc, les opposants sont arrêtés, les activistes sont chassés, sont exilés, du fait qu'on s'oppose à une politique de système, à une politique de corruption. Et il n'a rien laissé du tout. Donc, en d'autres termes, après le départ du Cameroun et du président Paul Biya, le Cameroun repartira à zéro. Tout est à refaire au Cameroun. Parce que même la démocratie dont nous avons eu à aspirer dans les années 92, il n'y en a plus. Vous avez vu les dernières élections en 2018. Dans quel pays où celui qui est sorti deuxième aux élections est arrêté et jeté pendant 9 mois dans une prison? Où est-ce que cela existe? Ce n'est pas de la démocratie. Pourtant, celui qui disait qu'il est le père de la démocratie, donc il a auto-détruit son propre héritage. Merci beaucoup de votre intervention.